Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à bord de l'Edinburgh, mais bienvenue aussi à bord du Hipper, l'amiral Hipper, deux croiseurs de rang 8 de l'arbre technologique. L'un est anglais, l'autre allemand. On revient sur l'Edinburgh. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement, bien sûr, le type de gameplay différent de deux navires de rang 8, de croiseurs. Donc là, ça commence à devenir... on commence à attaquer les choses sérieuses. Puisque quand vous alignez un navire de rang 8, vous êtes susceptible de tomber sur des batailles de rang 10. Les deux navires vont se livrer à des batailles que je qualifierais pas de statique, mais où il va y avoir peu de kilomètres parcourus. Néanmoins, ils vont gagner leur bataille de leur flanc, et ces victoires vont être déterminantes pour la suite des batailles auxquelles ils participeront, des parties auxquelles ils vont participer. Je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler un petit peu les commentaires. Il s'agit pour moi de vous montrer deux gameplays très différents entre un Edinburgh qui est un gameplay qui se veut beaucoup plus statique, même si l'Edinburgh est assez rapide malgré tout. C'est un navire qui se pose à un endroit, pose une smoke et fait ses dégâts. C'est un navire aussi qui peut chasser les destroyers et qui est éventuellement peut asthmater les cuirassés. À son opposé, le Hipper, même si c'est un chasseur de destroyers comme tous les croiseurs, sa fonction est beaucoup plus une fonction d'appui. Ça peut être aussi, et je pense que l'admiral Hipper est un croiseur de contact, c'est-à-dire qu'il peut très bien être un fer de lance de 2 ou 3 croiseurs et d'aller au CAC parce qu'il a un blindage qui lui permet éventuellement de supporter l'assaut de plusieurs croiseurs, voire d'un croiseur et un cuirassé, ne serait-ce que le temps que ses alliés arrivent. Faut pas pousser non plus, c'est pas un cuirassé, c'est pas lui il va pas soutenir tout le choc, c'est pas possible. Alors on commence tout de suite avec l'Edinburgh et on se retrouve pour les écrans de la bataille. Avec toujours l'Edinburgh de Polon, mais cette fois il est en division avec Émeric Jean sur son Lexington et votre serviteur, je suis en Richelieu. Donc partie de tier 8, pas une partie trop désagréable, qui va pas m'empêcher de faire de la merde, hein. Bon, voilà. Et puis, mais par contre, Polon, c'est pas du tout la même chose. Alors là, Polon se dirige plutôt vers A, ou plus exactement dans une position où il va pouvoir couvrir tout à la fois A et B. C'est une position assez redoutable dans la mesure où il prend le risque effectivement de se faire spotter, bon pas tout de suite évidemment, mais il ne faudra pas qu'il reste trop à découvert, parce qu'un croiseur anglais à découvert, à cet endroit-là, ça peut avoir très très mal. Il est précédé donc pour l'instant du Z-23 et il est accompagné d'un Gajamada. Les deux destroyers que nous avons ici, Alain Vera, c'est commode, alors que deux autres destroyers, Benson et Kagero, sont plutôt allés ensemble sur C. Donc a priori, B est abandonné par nos destroyers. Donc notre voilà, il s'installe effectivement très au centre, à pouvoir effectivement avoir tout à la fois B, mais plutôt A en ligne de mire. Il fait confiance au Gajamada, lequel Gajamada a finalement changé d'avis et ne va pas spotter. Et oui, vous voyez, le problème avec l'Edinburgh, on a très bien vu, c'est ça, quoi. C'est s'il doit chasser les DD, il est totalement soumis à la volonté des deux DD alliés, en l'occurrence, lesquels DD vont faire effectivement fond du spot que s'ils en ont envie. Là, on a un lieutenant Alabama qui rush littéralement le point A. C'est extrêmement dangereux. Je vais vous dire que moi, avec mon Richelieu, j'ai ralenti considérablement pour viser. D'ailleurs, on s'est mis un petit peu tous sur cet Alabama un petit peu bizarre, qui la joue YOLO, pourquoi pas.
Vous voyez que là, il commence à enlever des chouquettes à 4000 quand même. Ça commence à nous faire des sacrés bistecs qu'il enlève. Joli marais de torpilles qui viennent vers lui. Il semble pas trop s'en inquiéter. Ça y est, il commence à s'en inquiéter parce que c'est un Shiratsuyu. Et lequel Shiratsuyu envoie des torpilles à 10 km de mémoire. L'Alabama qui est en train de se... Voilà, il s'est fait dépoper. Voilà des torpilles, d'autres torpilles. Alors il y a donc un deuxième DD. L'Abruzzi qui vient de se mettre à un endroit où il est tout à fait, comment dirais-je, la cible. Alors là, il va se prendre une torpille ou quoi? Eh oui, il s'en prend une, mais évidemment. Une sacrée torpille qui lui a fait bien mal. Par pratiquement 17 000 de dégâts. Et l'Abruzzi est dépopé. Donc là, on a l'impression que l'équipe rouge a fait n'importe quoi. Mais à l'arrivée, ils ont capé. Le Shiratsuyu qui va se faire sortir, ils ont les 2 points. Hein, et ils ont perdu 3 navires. Nous, on en a perdu que 2. Il est à 19 000 de dégâts. Et effectivement, il y a un autre croiseur qui est en train... un DD, qui est en train de lui faire très mal. Et qui est dans sa smoke, il est repéré. Voilà, c'est l'Ognevoy. Tant pis, à 10 km. Et l'Ognevoy vient de sortir le Romain assez violemment. Donc là, notre équipe, on n'est pas si bien que ça. On a perdu 2 DD et un cuirassé. Un cuirassé assez costaud. Eux, pareil, ils ont perdu un cuirassé assez costaud. C'est l'Alabama. Et ils ont perdu 2 destroyers. Avec un autre destroyer qui s'enfuit. Et donc pour on leur laisse pas le temps de profiter de leur point A. Ils essaient de s'en saisir très vite. Tout en faisant le maximum la chasse à l'Ognevoy. Lequel Ognevoy joue pas trop mal, en plus il tire, il s'enfuit et il fait quelques dégâts. Voilà, le moment furieux est passé, le premier engagement, comme il y a souvent dans ce genre de bataille. Ça part très fort, puis ensuite les choses se tassent un peu, voire se calment. Et on rentre dans la guerre de position. Les joueurs vont commencer à se chercher des cibles un petit peu plus faciles. Polon, lui, il se contente de caper, donc là, effectivement, il est en train de rendre service à l'équipe, à son équipe, évidemment, parce qu'il est en train de réduire les caps. Rappelons que quand on regarde bien la carte, on n'a aucun cap. Donc à part A que Polon était très capté, puisque C est en cours de capture par les rouges. Polon qui attend toujours de se faire le Ognevoy. Et le Ognevoy, lui, qui veut récupérer son cap. De toute façon, il est tout à fait isolé de sa flotte. Et il n'a pas grand chose à faire. Après, donc, voir d'essayer d'être un petit peu, comment dirais-je, furtif. Là, il attend toujours. D'attendre de voir réapparaître Ognevoy. Torpille dissuasive, à tout hasard. L'Ognevoy n'existe plus. Kagero 23, il n'y a plus d'Ognevoy. Je n'ai pas fait attention, il a envoyé des torpilles, mais je crois que même lui, il doit savoir qu'il y a un autre navire. Il y a forcément un autre navire dans le coin. Il sort délicatement de sa smoke. Voir s'il peut repérer quelqu'un. Attention, torpilleur en approche. Donc il va, voilà, il réavance. Les torpilleurs ne sont pas pour lui, quoique il est repéré avion. Il y a un navire qui le vise, donc il y a bien quelqu'un dans le coin. L'intérêt, c'est que Emmerich fait votre garde. Moi, je viens de me prendre des torpilles, justement les torpilleurs du porte-avions ennemi, le Lexington. Je m'avance délicatement, bien assuré que je suis protégé sur mon flanc. Le Mogami a coulé le Lexington. Voilà, le Mogami a sorti le Lexington. Une petite erreur de placement, je suppose. Enfin, il a été surpris par il n'a pas pu se relocaliser. Le front autour de C s'est complètement effondré. Vous voyez que l'équipe rouge est en train de pousser comme des malades de ce côté-là.
Effectivement, pour l'instant, avec 300 points d'avance, ils ont très nettement l'avantage. D'autant que moi, je commets peut-être un peu l'erreur de partir vers B tout seul, sans protection. Et j'ai pas franchement le choix. Je suis dans une position tout à fait, comment dirais-je, inutile, là où je suis. Et je prends très cher. Mais j'essaie de caper B. Parce qu'on a beaucoup de retard. Edinburgh se relocalise petit à petit. Il va essayer de se mettre dans une position où il pourra, comment dire, en grosso modo, sur la trajectoire des navires ennemis, il va pouvoir éventuellement commencer à envisager le torpillage, voire de poser une smoke et de se... Voilà, il est repéré, tout de suite il pose sa smoke, il va commencer à faire des dégâts. Le Gnino ne s'est pas occupé de lui. Tant mieux. Aïe, il a posé un tout petit peu comme si c'était un set large. Le Gneiso tourne un peu sec. Je suis pas certain que ces torpilles aillent au but. Non, elles iront pas au but. Non, elles iront pas au but. Le Gneiso a bien joué le coup. Par contre, j'en dirais pas autant du Z23. Il risque de se faire surprendre par une torpille. Non, il se fera pas comprendre. Par contre, là, il est en train d'essayer de finir le Gneiso. C'est pas lui qui l'a eu, c'est le fuseau. Là, il rejoue son rôle à plein de chasseur de DD. C'est à lui de s'occuper du Z23, c'est clairement le cas. Et l'autre DD qui est là-bas, le Kagero. Kagero qui s'est fait sortir, tant mieux. Voilà, il a utilisé son sonar. Donc le Z23, en toute logique, devrait passer à la casserole. Il a réussi à le toucher. Si le Z23 reste, mais il ne reste pas dans son smoke. Bien vu. Toujours plaisant de voir un destroyer qui joue bien le coup. Et arriver à le finir, ce serait bien. Parce que pour l'instant, les deux équipes se tiennent. On mène 5 à 4, on a 5 navires, ils en ont plus que 4. Mais ils ont 140 points d'avance. Moi, je me suis fait sortir. Je n'ai pas trop fait de publicité là-dessus, d'ailleurs. Porte-avions ennemi a fait vraiment un très bon boulot. Je crois que c'est lui qui va sortir. Donc là maintenant, si on veut gagner, ben ça repose un petit peu sur les décisions de Polon. On ne lui met pas la pression du tout, hein. Z23 qui est arrivé à tout éviter en termes de hit. Est-ce qu'il a réussi? Il est quasiment sur le point de sortir du rayon d'action du Edinburgh. Et c'est pas encore pas passé très loin. Sorti. C'est un 23 qui est sorti par le fuseau. Mais dans la foulée, le Lexington fait son deuxième kill. Et sort un Duke of York. Résultat, c'est 2 cuirassés, un porte-avions. Contre chez nous, un cuirassé, un croiseur et 2 destroyers. Il faut vraiment sortir le lion maintenant. Pour remettre les pendules à l'heure. En plus, on a réussi à caper. Par contre, ils sont sur le point de caper B. On grignote notre tas, petit à petit. Ça serait meilleur si on arrivait à sortir un cuirassé. Malheureusement, le Z23 a sorti le fuseau à l'incendie. Et là, l'écart devient terriblement compliqué. Voilà, il a réussi à couler le lion. Et on revient à 80 points de retard.
80 points de retard, maintenant il faut dépoper, il faut décaper le fuseau, mais est-ce qu'il va y arriver? C'est un tir compliqué. Non, il n'est pas arrivé à décaper. Ça empêche, il faut sortir le fuseau. Il reste, vous voyez, un tout petit peu broadside, mais pas trop, anglais. Le fuseau en une salle, vous aurez pu le sortir avec un peu plus de réussite sur un RNG. Mais le fuseau est en très mauvaise posture. Il restait le seul navire encore en jeu, si on accepte le porte-avions. Mais le porte-avions, c'est plus une plateforme qu'un navire, une plateforme pour l'aérien en quelque sorte. Il est à 50 cas de dégâts. Il va probablement partir à la chasse au porte-avions. Si on veut gagner la game, il est à 6 minutes 33, ce sera très compliqué de gagner cette partie. « 52 cas, voilà. Le Z23 sorti du fuseau. On a pris davantage. Il reste le porte-avions, qui est du côté de C. Il y a encore 6 minutes de jeu. Et on voit mal le porte-avions renverser la game. Par contre, il peut encore faire des dégâts, lui. Polon, avec ses 52 000 de dégâts, n'a pas fait de miracle avec son Édimbourg. C'est vrai. Ils essayent d'extrapoler sur la position du Lexington. Le voilà, le Lexington, on le voit apparaître sur la minimap. Il devrait pas tarder à... Il est en F9. Donc on ne devrait pas tarder à voir comment dire, le Lexington. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de nous agonir d'injures. Enfin, il est peut-être plutôt... Enfin, c'est le porte-avions ennemi qui est en train plutôt d'insulter tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il insulte ses coéquipiers ou est-ce sa frustration de perte, donc il insulte ses ennemis, qui donc contrarié très fort. Lexington a finalement tourné et se dirige plutôt vers l'extérieur, vers C, probablement avec l'espoir de quitter le champ de bataille. Et pour ça, il faut qu'il passe derrière les îles pour être tranquille. Et là, il aura un peu de mal. Lexington n'est pas, à proprement parler, très maniable. Rapide jusqu'à un certain point, oui, mais pas maniable. Il y a quand même 50 000 de dégâts, 57 000 de points de dégâts potentiels à donner à quelqu'un qui va taper au canon. Et Polon a bien l'intention de se faire le Lexington. Avec Lexington, il doublerait son potentiel, enfin, son quota de dégâts. Voilà, un petit 2000. Alors, il a encore les bombardiers, mais j'ai pas vu de torpilleurs. Il va essayer d'intercepter en passant entre les deux îles, là. Il est passé à 70 000. C'est bien parce que il y a un de leurs destroyers, le Z23, qui accompagne. Et lui, il a un peu de retard. Donc Polon peut réellement finir le Lexington tout seul. Et quasiment monter à 100 000 de dégâts. Ce qui serait bien pour lui, évidemment. Lexington qui fait un petit peu son... Comment dirais-je, fait un peu son baroud d'honneur. Voilà, maintenant ça va être Torpille Fiesta. Là on voit très nettement le jeu du destroyer habituellement. Voilà, et il tourne et lâcher de torpille. Lâcher de torpille sur un Lexington. Donc, et voilà.
Bien joué. 100 000 de dégâts. Alors c'est vrai que il a quasiment doublé ses dégâts sur le simple Lexington, mais bon, il avait qu'à pas être là, le Lexington aussi. 9000 points d'XP, 910 points d'XP libre, pas d'achievement, mais 186 coups au but, 100 000 de dégâts, 2 coups à la cible, 21 avions détruits, c'est pas mal, 3 fois la base défendue, une base capturée, tout seul, 2 navires détruits, 13 coups à la cible. Alors il s'étonnait d'un tel XP de base, ça le perturbait, parce qu'il se demandait pourquoi il avait fait autant d'XP de base par rapport à d'autres. Il faut croire que tout ce que je vous ai dit déjà, ça rentre en ligne de compte, et il a fait vraiment très très fort. Alors, on regarde ensemble les dégâts qu'il a fait. Voilà, 48 000 sur le Lexington, qu'il a quasiment dépopé à lui tout seul, 9 300 sur un Lyon, 11 000 sur un Alabama, 10 000 sur un Gneisenau, enfin 10 500 bien sûr, Locklevoy 6 800, 6 600 sur le Z23, 4 000 sur un Chirasuyu, 1000 sur un Abruzzi, 1400 sur un Fuso. Ça veut dire de quoi il a vraiment fait énorme. Franchement, il a parcouru 64 km 29, ce qui est beaucoup pour un croiseur. Il a tanké que 680 000, il n'y a rien d'exceptionnel, mais pour un croiseur anglais, 680 000, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme. Il a détecté 14 torpilles, il a 60 points de capture, c'est-à-dire qu'il a le quart des points de capture en jeu dans la partie. Il a 43 points de défense sur 174, c'est-à-dire le gros tiers, on va dire. En termes de dégâts, bien sûr, qu'il a tiré qu'à la paix, 76 600 de dégâts à la paix, quasiment 24 000 de dégâts à la torpille, et ses batteries secondaires qui ont fait 248, donc c'est tout à fait normal qu'il ait eu autant d'XP de base. Il a tiré de son Édimbourg véritablement le maximum de ses capacités. Donc, voilà, donc on va enchaîner maintenant avec le Hyper. Là, on va voir une bataille un peu moins statique, mais un peu moins, comment dirais-je, un peu plus stratégique, un peu plus, comment on pourrait dire. C'est une bataille de malin, de rusé, que va livrer le commandant de l'admiral Hyper, où il va affronter plus gros que soi, et il va pas avoir peur d'affronter plus gros que soi. C'est parti. Allez, ouverture des hostilités. Nous sommes à bord de l'admiral Hyper, le croiseur de l'arme technologique allemand, rang 8, avec le commandant Falco à bord. Et nous sommes sur la map Éclat, une map que l'on rencontre souvent à 7 tiers, 6, 7, 8, voire 9. Map Éclat en mode domination. Et Falco se dirige vers le point A, au moins pour l'instant, en soutien du Belfast. Le Hyper qui est plus un croiseur on va dire de contact, plus qu'un croiseur de soutien. Il a un blindage qui lui permet effectivement de pouvoir jouer le contact, de pouvoir tanker, même si, bon, il ne faut pas non plus exagérer, il ne s'agit pas d'aller tanker un Bismarck et d'en sortir victorieux. Face à lui, il va se retrouver face à un tier Pix, une tier 8, deux tier 7 en cuirassé, le King George et le Gneisenau. De Bayern et Normandie, ce sont les tier 6. Et sinon, en croiseur, eh bien, deux Cleveland et un Hyper. Et en DD, Kid et Akatsuki, j'oubliais le Fiji et le Shorts, qui peuvent aussi faire très mal au Hyper, même s'ils sont en un rang juste inférieur. Donc, nous sommes partis. Le Bliskavika joue un petit peu en dedans. Un peu. Il a décidé de suivre le Belfast, de rester en croiseur, de le jouer en croiseur, puisqu'en DD, bon, c'est un concept.
Là, on a un Cleveland qui a peut-être un tout petit peu manqué de courage, où c'était où il ne fallait pas s'embarquer, où il fallait y aller directement. Ceci dit, c'est vrai que quand on voit ce qui lui arrive sur le dos pour Cleveland, on peut comprendre qu'il a finalement décidé de s'en aller. Le Short, lui, demande pas son reste. Par contre, c'est bien beau, Belfast et Blika, mais ils se sont précipités, mais ils n'ont pas poursuivi leur effort et ils n'ont pas pris compte du soutien qu'ils avaient. Et ils n'ont pas rushé A, ils ont juste interdit A au rouge. Néanmoins, ils sont que 5 en fait. 3 croiseurs, un destroyer et un cuirassé. Tout le reste de la flotte est plutôt parti sur C, affronter le reste de la flotte rouge d'ailleurs. Voilà une situation un petit peu confuse, qui manque pas de sel. Alors que va faire, parce que la clé ça va être le Bliska. Si le Bliska va chercher A ou pas. Parce que pendant ce temps les rouges contestent C, qui a été capturé par les verts. Mais ils le contestent sans... Pour l'instant, ils ne peuvent pas le prendre. Là, de ce côté, les verts ont décidé d'empêcher. Ah oui, le Bliska là-bas est en train de... Oui, il risque gros. Parce qu'il va affronter... il va rentrer en contact avec un Hyper. Et Falco l'a bien vu. Donc il part courageusement aider son destroyer. Les torpilles du Bliska, partis sur le Hyper. D'ailleurs qu'il devrait les éviter, ou au moins en éviter une. Et voilà, pendant ce temps, un destroyer qui est en train de prendre... destroyer rouge qui est en train de prendre A. Malgré le Belfast qui tente de lui interdire. Le Hyper rouge a visiblement décidé et obtenu de ne pas affronter les torpilles. Il recule. Première tentative des rouges pour prendre A échoué. Le Bliska revient en contact, il faut qu'il fasse attention parce que là il court un gros risque. Falco, attention au beaching. Il risque. Oui, c'est dur. Voilà, il y avait bien un Hyper et un Cleveland. Donc là maintenant, le Hyper risque de prendre très cher. Mais malheureusement pour Falco, il est à l'âge, c'est dommage. Par contre, il était anglais juste ce qu'il faut pour que la salle du Cleveland ne lui pas fait trop mal. Le Cleveland qui est passé tout de suite à la hache. Il a tenté de mettre les incendies et ça ne loupe pas. Le Cleveland a un fort potentiel incendie. Ajoutez ça à un reload très court. Et regardez, le Hyper a déjà perdu pratiquement la moitié de sa vie. Et oui, ça va pas faire ce rythme-là pour Falco qui éteint son incendie, mais d'avoir voulu aider le Bliska ne lui a pas vraiment rendu service. Le Hyper qui repart. Heureusement pour eux, le cuirassé qui les avait accompagnés a suivi le Hyper. Donc le Hyper rouge se sont mis sur le lion. Il permet après de s'en sortir, parce que là je pense qu'il était plutôt mal parti, jusqu'à opportunément s'être mis dans sa smoke. Et maintenant la question est, faut-il aider le Bliska ou faut-il aider le lion Techniquement, bon, ils sont à 3 contre 2, donc il y avait donc un cuirassé, alors que ici, il y a 2 croiseurs. A priori, les 3 verts devraient s'en tirer sans trop de dommages. Intervatifs devraient s'en tirer. Pendant ce temps, les rouges ont capé le point central et ils ont capé C.
Et les Verts n'ont même pas encore réussi à caper A. Résultat des courses, pour l'instant, c'est devenu une situation compliquée pour eux. En plus, ils ont perdu 3 navires contre 2 chez les rouges. Ah, il faut sortir le Cleveland, Falco l'a très bien compris. Cleveland qui recule, qui essaie de déstabiliser. Voilà, il est sorti par le lion. Alors que la situation s'est un petit peu équilibrée, même si c'est une centaine de points d'écart. Mais un autre danger menace, le Belfast qui est en train d'essayer de caper A va avoir un croiseur sur le dos. Je n'ai pas identifié lequel c'était, mais il va falloir que voilà, Falco va aller l'aider. Et je crois même que c'est 2 croiseurs, non? Voilà, il a s'est pris une torpille, le croiseur rouge, c'est le Shorts qui restait dans les alentours. Boum, voilà. Là, les rouges ont toujours 2 caps, ce qui leur permet d'avoir un peu d'avance, mais en termes de kill, ce sont les verts qui sont en avance. Alors donc, 60 points d'écart. Le Hyper est en mauvaise posture là-bas. Et il s'enfuit. Falco n'a pas intérêt à le suivre. Il faut qu'il aide le Belfast à caper. Belfast qui n'arrive pas à caper, visiblement. Ah non, parce qu'il y a un DD, voilà la smoke, il y a, semble-t-il, un DD qui empêche de caper, non? Non, ça remonte sur les points apparemment, oui, ça remonte. Donc le DD est parti. Voilà. On l'a vu, là c'est le kill. Bon, au moins un point de cap actif. Maintenant il faut... Là il va falloir aller chercher un autre point de cap tout simplement. Une situation qui va être... qui promet d'être compliquée. Hein. D'autant que le Tirpitz, le cuirassé le plus puissant de l'équipe adverse, n'a pratiquement pas pris de dégâts. Personne ne s'est occupé de lui. Et qu'il est en train de revenir vers le point A. C'est-à-dire le seul point qu'ont les verts. Ça peut être problématique. Il y a 120 points d'écart en faveur des rouges. La Belfast qui part d'un côté, le Hyper semble vouloir partir de l'autre. Ils vont peut-être essayer de prendre entre deux feux le Tirpitz, mais j'ai un léger doute parce que le Belfast et le Hyper vert ont quand même pris pas mal de dégâts. Mais il va, hein. Au moins Falco il va. Là, je regarde ce que fait le Belfast, il a pris très très cher aussi le Belfast. Et le DD essaie de les prendre à revers. Alors, ils ont perdu leur cuirassé, ils n'ont plus que 3 cuirassés chez les verts et 2 chez les rouges. Tirpitz qui n'avance pas, qui attend. Falco, est-ce qu'il a pris conscience qu'il y avait le kit qui est en train de tourner? Je ne sais pas. Je pense que Falco attend de se faire oublier. Alors, c'est l'avion. Là, on s'est torpille pour surprendre le kill. Je l'avais vu. Voilà.
Malheureusement, les torpilles ne sont pas bien lancées. Donc il a accéléré. Les torpilles du guide ne sont pas bien lancées. Par contre, il a réussi à mettre un incendie. Ça, c'est valo. Du coup, il a été... Ben voilà. Il est parti sur... emporté par son élan. Ben, il se fait voir par le tir-piste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il n'y a plus de choix. Hein. S'il recule, le temps de se mettre en marche arrière, il va être longtemps focus par le tir-piste à l'arrêt. Et le tir-piste va le sortir, peut le sortir en une balle. Donc, on attaque. On attaque YOLO. Allez, tourne vite sur la tribord maintenant. Voilà, les torpilles du tir-piste ont mal été lancées. Elles ont été lancées beaucoup trop tôt. Celles du hyper ont été beaucoup mieux lancées. On sent que le coup est un genre de DD parce qu'il les a lancées bien meilleur dans le tempo. Par contre, vous remarquerez qu'il ne cherche pas à se mettre de flanc pour lancer l'autre set. Parce que sinon, il se fait dépoper. Voilà, une seule torpille reçue. Et la bataille est inversée. Il ne reste plus qu'à attendre d'enranger les points. Un beau final. Un beau final et on passe aux écrans de bataille tout de suite. De retour au port et maintenant on va enchaîner sur les écrans de bataille. Alors, bien c'est une victoire naturellement, 75 000 de dégâts pour 3912 points d'XP, 196 XP libres, 79 coups au but, de navires détruits, on a vu dans quelles circonstances, 79 coups au but avec 7 incendies, c'est plutôt bon, c'est du 10%, c'est plutôt un bon ratio. Là, il s'allumait assez nettement en tête, 50 points d'XP de base en plus. Bon, Hyper et Belfast ayant fait l'essentiel du boulot. Le reste a été un peu plus dilué. On notera qu'une seule, le Bliskavika, est le seul navire de l'équipe victorieuse à ne pas avoir atteint les 1000 points d'XP de base. C'est vous dire à quel point la bataille était furieuse parce que en face, que ce soit Hyper ou Gneisno, ils sont à tous à 800, 700, 600 points d'XP de base, ce qui pour une équipe perdante n'est pas mal. Que 4 navires croisés, donc 4 navires qui ont pris des dégâts, le Tirpitz et le Kid étant les deux victimes. Il n'a tanké que 494 900, ça veut dire que bien sûr il était sur l'aile où il y avait le moins d'adversaires possible, et néanmoins il a tiré sur tous les adversaires qu'il a pu. Il n'a parcouru que 54 km, il est resté donc toujours dans le même arc, le même quart de la map. 48 800 de dégâts à la batterie principale, 33 000 à la HE, 15 000 à la P, pour un ratio assez compliqué, parce que autant à la P il a fait 12 tirs au but sur 20 tirés, ce qui est un 10%, qui est 50%, pardon, un peu plus de 50%, ce qui est bon. Par contre, la HE, on est presque à 1 pour 3, c'est nettement moins bon. Il a été un peu plus trollé apparemment par les obus. 200, c'est HE. 18 600 de dégâts à l'incendie, ce qui est sensiblement, ce qui est pas trop mal. Donc je vous l'ai dit, il a eu un bon ratio, c'est clairement évident. On revient au port, donc devant le Hyper. Après cette photo du Hyper de l'époque, de 1940, en Norvège. Alors, on a vu clairement deux gameplays très différents. Un avec un croiseur anglais qui ne supporte pas d'être focus et qui pourrait se faire dépoper très rapidement. Un avec le Hyper qui n'hésite pas à aller au contact. Et c'est clairement là qu'il est le meilleur. Après, évidemment,
Il faut que les circonstances s'y prêtent. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attaquer un tire-pisse, comme l'a fait Falco, pleine peau, et qui n'a que vous à s'occuper. Il vous découpe, ça c'est clair. Là, il a profité des circonstances, mais c'est le but, c'est ce qu'on demande à un croiseur de contact, c'est réellement de profiter des circonstances, voire même d'aller au contact pour finir les cuirassés désemparés, parce que c'était un peu le cas du tir-pisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura été utile pour ce deux gameplays très différents. On essaiera de refaire comme ça à nouveau des vidéos où il y a deux types de gameplay opposés pour vous donner quelques pistes de recherche pour jouer. Et écoutez, on va se laisser là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.